Bonjour tout le monde. Donc, comme dit juste avant, on va parler d'un sujet qui est assez important dans le monde du DevOps, qui est en rapport notamment beaucoup avec l'automatisation, qui est donc l'intégration, le déploiement et la livraison continue. Donc, ce qu'on appelle un peu plus communément le CI/CD. Donc, pour vous en parler, on va passer par plusieurs étapes. Ah, s'il te plaît. Merci. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est le CI/CD d'un point de vue beaucoup plus global. La différence donc, entre l'intégration continue et le delivery, donc la livraison continue et le déploiement continu. On va voir les trois étapes, à quoi ça correspond exactement. Je vais aussi vous présenter quelques outils. Donc, à peu près dans le détail, je vais vous en présenter trois, puis on va en aborder quelques-uns de plus, parce il en existe un paquet. Suite à ça, je vais vous faire une petite démonstration que j'ai préparée récemment. Et puis, on discutera des autres possibilités qu'on a en termes d'intégration continue, parce que ça ne s'arrêtera pas uniquement à ce que je vais vous montrer moi. Il y a tellement de possibilités qu'il nous faudrait plusieurs jours pour pouvoir tout montrer. Donc, on va démarrer par l'explication du CI/CD. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est globalement la dernière étape de la philosophie de DevOps. Grâce à l'automatisation que l'on met en place, on va pouvoir augmenter la fréquence donc, des distributions des applications, voire même selon les projets, également de la fréquence de déploiement. Donc, on verra la différence tout à l'heure entre le déploiement et la livraison. Mais globalement, la livraison va mettre simplement à disposition les nouvelles versions, tandis que le déploiement va le mettre en production. Donc, pardon. Donc le CI/CD, excusez-moi, c'est la solution. Donc, pour l'intégrer, c'est essentiellement une solution pour intégrer les nouvelles versions des produits et les travails de chaque développeur, donc via l'automatisation, la surveillance de l'exécution et des tests unitaires et d'intégration notamment, mais aussi un outil donc, qui est collaboratif parce que tout le monde s'adapte au travail de chacun. Et suite à ça, donc le CI/CD, depuis que c'est arrivé, ça a mené une certaine notion qui est la notion très importante de pipeline. Donc le pipeline, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des processus donc, qui vont être exécutés, l'ensemble des travaux qui vont être faits. Ça englobe donc le flux opérationnel, c'est-à-dire toutes les étapes que l'on va mettre en place, pour justement aboutir à terme au déploiement continu. Et tout ça, c'est écrit dans un fichier de configuration ou bien selon les logiciels, donc je pense à Jenkins par exemple, ce sont par exemple des fichiers de code. Et donc les différences entre le CI et les CD. Donc l'intégration continue tout d'abord, puisque c'est la première étape de notre boucle. C'est un concept donc, qui a été introduit par Grady Booch en 91 dans son livre écrit donc Oriented Object Design with Application. Donc Grady Booch, c'est un des père fondateur, je ne sais plus, je dirais peut-être des bêtises, mais c'est un des pionniers de l'UML et qui a notamment amené pas mal de notions sur Extreme Programming. Donc l'intégration continue, c'est une phase qui est directement intégrée au développement logiciel via tout d'abord par Extreme Programming et les méthodes agiles. Donc il se fait en plusieurs étapes. On pousse d'abord le code sur le référentiel de code, donc sur le Git, qui va
qui va lancer un déclencheur, qu'on appelle donc des triggers, qui vont démarrer les pipelines. Généralement, alors là, c'est non exhaustif, c'est au plus simple. Le processus de CI, là ce que je vais vous donner, c'est le plus simple. Donc en général, on analyse d'abord le code. Donc c'est du code de l'analyse statique. Donc si on prend par exemple une application Python, on va lancer Pylint ou Flake8. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on va compiler le code pour pouvoir lancer les tests unitaires. Toujours la compilation, donc ça va être selon les langages. Si on prend un langage interprété comme Python, on n'a pas forcément besoin de le compiler en premier. Mais par contre, si on prend du Java, il va falloir donc le compiler pour que la JVM puisse le lire. Donc Maven, par exemple, s'occupe de faire ça très facilement. Une fois les tests unitaires qui sont passés, on va déployer un environnement de test. Donc si on a besoin, par exemple, de compiler ou de générer un paquet, on va le refaire, donc on va le régénérer pour pouvoir l'installer dans l'environnement de test. Donc ça peut être un conteneur Docker, ça peut être une machine virtuelle via SSH par exemple, ou toute autre machine de test. Et on va lancer les tests d'intégration. Et une fois que ces tests d'intégration là sont passés, on considère le pipeline, on considère que notre pipeline est OK, tout simplement. Donc l'intégration continue, c'est l'ensemble de tous ces petits processus, de tous ces travaux qui vont nous amener en fait à monitorer et à vérifier que le travail qui a été poussé ne va pas dégrader le travail des autres ou emmener des régressions ou des effets de bord. Une fois que l'intégration continue donc est passée, on va passer à la distribution continue, donc le Continuous Delivery, le premier CD. Donc la livraison continue, comme je disais tout à l'heure, c'est la mise à disposition d'une version du logiciel à tout le monde. À tout le monde ou dans un environnement de test. Donc, par exemple, ça va être, on va générer notre paquet et on va le délivrer sur un dépôt. Si je prends un dépôt Debian, par exemple, on va le mettre sur un repository Debian ou, par exemple, une application Java, on va la mettre sur un Nexus repository. Donc, on le met tout simplement à disposition. C'est là la grosse différence avec le déploiement, c'est qu'on n'installe pas ce paquet, on le met simplement à disposition. Donc cette approche-là, ça aide à réduire le temps d'évaluation des risques, puisqu'on peut installer tout de suite l'application dans des environnements de test de pré-production, par exemple. Et ça nous permet également d'avoir une approche beaucoup plus incrémentale, des mises à jour et des modifications que l'on va faire en production. Donc l'objectif final de tout cela, c'est cette réduction cette réduction du temps entre les changements permet à terme d'avoir une réduction des coûts qui est très importante, puisque en étant proactif par rapport aux bugs, par rapport aux tests, on va perdre moins d'argent parce qu'on passera moins de temps à dépanner un client plutôt que travailler sur le logiciel. Et autre bienfait donc, de la distribution continue, c'est que c'est un processus donc, qui est simple, qui est répétable, et toute nouvelle personne intégrant le projet peut récupérer l'ensemble des éléments. Ensuite, une fois qu'on a livré cette version de notre logiciel, on va ou pas le déployer. Donc, on va passer à l'étape du déploiement continu, donc Continuous Deployment. C'est l'étape finale de notre processus de CI/CD, qui est donc une approche similaire à la distribution continue, notamment par rapport à la fréquence et à l'automatisation des tâches. La grosse différence, c'est que ce n'est pas systématique.
J'ai pris en exemple tout à l'heure Debian, parce que leur façon de fonctionner, par exemple, illustre parfaitement le fait qu'ils n'ont pas besoin de ce déploiement continu, puisqu'ils vont simplement livrer leur mise à jour en les déposant sur le dépôt. Après, c'est à l'utilisateur de faire les manipulations pour pouvoir tout déployer. A contrario, si vous avez par exemple une application web, on va prendre une application Django ou une application Django parce que j'aime bien le Python, vous allez pouvoir déployer directement vos mises à jour sur bien entendu après que ça ait pu être testé, mais vous allez pouvoir automatiser donc le déploiement sur l'ensemble des machines qui vont l'héberger. Donc, par exemple, vous avez un serveur AWS, plusieurs EC2 pour faire du load balancing. Eh bien, vous allez via Ansible, admettons, déployer et installer donc les paquets qui vont correspondre à la nouvelle version de votre logiciel. Et tout ça de manière complètement automatisée dès qu'une nouvelle version peut être réalisée, donc par exemple une nouvelle version qui est taguée. Adrien, je t'interromps une seconde. On Oui, a une question de Tarek qui nous demande, alors qui nous dit désolé, j'ai pas de micro. Alors pas de souci, Tarek, hein, le chat il est n'y a fait pas pour de ça. mal. Alors il nous dit qu'on a aussi JFrog Artifactory. Est-ce que c'est pareil comme que Nexus, nous demande-t-il. Je sais pas si tu connais l'un, Alors, les deux. je connais pas forcément JFrog Artifactory, mais d'après le nom, oui, je pense que. Enfin, faudrait que je regarde. Je connais Eh pas ben écoute, JFrog. n'hésite pas, Tarek. Je pense que ça doit être la même chose ça doit être pareil, Eh un ben oui, repo on communiqué. a Michael également qui intervient, qui répond qu'effectivement c'est pareil, visiblement. Voilà. Bon, ben voilà, la Et réponse voilà, est là. tu as la Après, réponse à la question. à savoir que, pardon, je suis désolé par rapport à ce que je vais dire, mais c'est pas forcément le sujet, hein. Ça va pas être les différents types de repositories. On pourra en discuter un peu après, hein. Mais Ouais, pas de voilà, souci. hein, Et ben écoute, impeccable. Tara qui dit merci. Bah, je te laisse avec poursuivre plaisir. du coup. Oui, donc je reprends. Donc par rapport à le déploiement continu, donc qui n'est pas forcément systématique, donc ça va dépendre du coup de plusieurs choses. Ça va dépendre tout d'abord du projet. Est-ce qu'on veut déployer automatiquement? Est-ce qu'on a la volonté d'un développement manuel ou automatique? Est-ce qu'on a besoin de fournir du matériel pour le déployer? Par exemple, on va prendre un parc-mètre. C'est totalement aléatoire. On va prendre un parc-mètre, par exemple. Étant donné qu'on ne va pas intervenir dessus régulièrement, il faut que le système soit testé beaucoup plus durement en production. Pour la production, donc en fait, on va déployer des versions, par exemple 3 versions antérieures à celles qu'on va mettre en delivery. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. C'est la seule étape en fait du CI/CD qui peut potentiellement être optionnelle, mais dans ce cas-là, on considérera le delivery comme un déploiement. Et donc, pour mettre en place tous ces pipelines, tout ce processus de CI/CD, on va avoir plusieurs outils. Donc, moi, personnellement, je considère 3 outils comme majeurs, qui vont être Jenkins, qui est un peu le vieux monsieur expérimenté, CircleCI qui est en train de grimper de plus en plus, notamment dû à une intégration avec GitHub qui s'est faite courant de cette année. Et un peu plus indépendant, celui qui sait un peu tout faire, mais qui le fait quand même très très bien, c'est GitLab avec ses GitLab CI/CD. Donc, Jenkins, tout d'abord. Jenkins, c'est un outil qui est open source, qui est le fork d'Hudson qui a été créé en 2005. Donc, c'est pour ça qu'il est relativement vieux, même si ce n'est pas forcément le plus vieux.
Et donc, c'est un fork d'Hudson donc, qui a été forké en 2011 suite au rachat de Sun par Oracle. Et donc, qui a mené un différend entre son créateur, Kawaguchi, et Oracle par rapport à des méthodes de release, notamment, et des visions à long terme, ce qui est souvent les raisons des forks des logiciels en open source, l'utilisation des licences, la façon d'utiliser le projet. Donc, c'est un outil qui est codé en Java, qui est relativement simple à configurer, même s'il a quand même quelques subtilités, et on peut voir que c'est un peu austère parfois, mais il est quand même relativement simple à configurer. Il est très extensible. On a un hub de plugins qui est vraiment très très fourni. Alors, je n'ai pas le nombre en tête, mais il y en a beaucoup. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et bon, comme l'ensemble, il peut distribuer en fait le travail sur plusieurs plateformes ou plusieurs nœuds qui permettent en fait de paralléliser les étapes de notre pipeline. La configuration donc des pipelines, qui est très importante, se fait soit via l'interface graphique de Jenkins, soit des fichiers Groovy. Donc le Groovy, c'est un langage de programmation qui est orienté objet et qui est interprétable par la JVM de Java. Le deuxième outil, donc, c'est CircleCI, qui a été créé en 2011 par l'entreprise CircleCI, qui est basée à San Francisco. Vous la trouverez sur Internet, donc uniquement, enfin pas uniquement. La version gratuite, on va dire plutôt, est en cloud natif. Vous ne la trouverez pas en standalone. Pour ça, il va falloir payer, comme bon nombre de ces outils-là. Il est également extensible. Il y a des plugins qu'on peut installer directement sur son compte CircleCI. Ces outils-là, on va les trouver sur le GitHub de la société. Pareil, donc il peut distribuer le travail sur plusieurs plateformes et plusieurs nœuds, donc pour pouvoir paralléliser les étapes de notre pipeline. Et la configuration se fait via des fichiers YAML. Donc généralement, sur les nouveaux outils qui sont arrivés depuis une quinzaine d'années, le YAML est pas le langage, mais le format de prédilection justement de ces configurations-là. Et le dernier, donc, GitLab, non des moindres non plus. Donc lui, il est un peu différent de tous parce qu'il permet de tout faire. Donc la première version de GitLab a été réalisée le 13 octobre 2011 donc, par l'entreprise GitLab Inc., qui est basée également à San Francisco. Ça vient beaucoup de par là-bas, la Silicon Valley, tout ça. On a plusieurs versions. Donc on peut avoir déjà du cloud natif ou du standalone, donc qui fonctionne très bien également. Et c'est un soft qui est open core, donc c'est de l'open source qui est payant. Donc vous avez une partie, donc le cœur du logiciel qui est gratuit, et après on rajoute des features qui vont être payantes, et on y a accès via des forfaits. Donc pour ça, il faut regarder les pricing, pareil pour CircleCI. Ces trois versions, donc, vous avez la Community Edition, qui est sous licence MIT, donc qui est totalement gratuite. La version GitLab EE, donc entreprise édition, qui elle est propriétaire. Vous avez une version gratuite de l'entreprise édition qui correspond en termes de features à la version GitLab CE. Et vous y avez accès par gitlab.com, donc qui est un GitLab entreprise édition en ligne. C'est celui qu'on va utiliser tout à l'heure. La configuration des pipelines se fait donc via des fichiers de configuration, toujours en YAML. Pourquoi je disais tout à l'heure que c'était un peu l'indépendant qui sait tout faire, GitLab? C'est parce qu'en plus, comme on le verra, en plus de gérer les CI/CD, il sert de dépôt
de dépôt Git et de référentiel, donc de référentiel Git. Il va permettre d'avoir des métriques selon par rapport à notre code, par rapport au pipeline et toutes les issues, les choses comme ça. Donc, il permet d'avoir des issues et aussi d'héberger des dépôts de paquets, en fait, soit des dépôts, soit un hub, un petit hub Docker, soit un dépôt donc de paquets, que ce soit PyPy, un dépôt pour Node.js, un repo pour des paquets Debian, et ainsi de suite. Donc lui, globalement, il fait vraiment de tout, il le fait bien en plus. Donc c'est pour ça qu'il est également assez privilégié. Et je m'excuse parce que je n'en ai pas parlé juste avant, donc par rapport à CircleCI, pourquoi il est en train de monter, j'ai oublié, c'est que dernièrement, il a eu un gros coup de boost via GitHub par rapport à l'intégration donc de GitHub qui lui a permis en fait de s'intégrer beaucoup plus facilement à ce référentiel. Vous pouvez vous connecter directement avec votre compte GitHub pour pouvoir avoir tous les triggers et tout l'ensemble des éléments. Donc ça monte beaucoup, surtout au niveau de l'open source, qui est très présent sur la plateforme GitHub. Donc là, je vous en ai présenté 3 un petit peu en détail, mais il en existe beaucoup d'autres. Notamment, vous avez TeamCity, qui est l'outil de JetBrains. Donc, son très gros avantage, c'est d'être compatible avec l'écosystème de JetBrains. Donc, JetBrains, ça va être des IDE comme PyCharm et IntelliJ, par exemple. Vous allez avoir Travis CI, qui est un peu, qui fait partie, peut-être pas des anciens, mais qui est un peu dans la veine de Jenkins. Vous avez Cruise Control. Donc qui est un peu plus, qui fait partie des plus vieux. Kochi by CloudBees et Bamboo d'Atlassian qui profite surtout de l'intégration avec tous les éléments d'Atlassian. Donc voilà. Maintenant, plutôt que de continuer à discuter de ces outils, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, et des heures, voire même des jours, on va faire plutôt une petite démo. Donc cette démo, donc le sujet, ça va être une application FizzBuzz codée en TDD. Donc le principe de FizzBuzz, c'est pour une série de nombres, les multiples de 3, on affiche Fizz, les multiples de 5, on affiche Buzz, les multiples de 3 et 5, on affiche FizzBuzz. Donc sur notre branche de développement, donc notre branche feature, on va faire l'analyse du code statique, les tests unitaires, et on va builder un paquet pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc qui montre le principe du travail collaboratif. Sur les branches officielles, donc développe et master, on va avoir les mêmes étapes, donc analyse statique du code, test unitaire, build. Là, on va livrer l'installeur et le conteneur qu'on va créer. Donc, on va rajouter le delivery et on va tester le conteneur. Je ne fais pas de déploiement parce que je n'ai pas forcément l'infrastructure qui me permet de le faire, mais on en discutera après. Par exemple, avec Ansible, on pourrait déployer directement sur des instances Amazon EC2 ou des instances Azure. Et pour tout ça, donc, pour mettre un petit peu en application, on va ajouter une nouvelle fonctionnalité. Donc, même 2 fonctionnalités, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une. Donc, le FizzBuzz va se transformer en FuzzRow et on va ajouter DA pour les multiples de 7. Donc, ça va impliquer que multiples de 3, on affiche les multiples de 5, on affiche row, les multiples de 7, on affiche DA, les multiples de 3 à 5, FuzzRow, de 3
3.7, on affiche FusDA, pardon, 5.7 RODA et 5.7 et 3 FusRODA. Et pour mettre tout ça en place, on va utiliser donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, GitLab CI/CD. On va utiliser donc des conteneurs Docker, le Docker Registry de GitLab, donc Git comme référentiel, et Poetry qui est une application de gestion de dépendances et qui permet également de simplifier la création de paquets Python. Et donc, il n'y a plus qu'à. Alors, je vais vous faire patienter une toute petite seconde pour le temps pour moi de changer le partage d'écran. Hop. Nouveau partage qui est ici. Hop. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vincent, si tu peux me dire dans le chat si c'est bon. A priori, oui. Écoute, c'est impeccable. En tout cas, moi, je vois ton Ouais. écran. Avec, Ok, super. Super, super. Eh bien, on va continuer. Ok, donc pour ça, voici donc mon repo GitLab. Donc c'est mon repo perso. Le projet est libre, hein, il est accessible par tout le monde. Je pourrais vous donner pardon, l'URL. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc oui, pardon. Vous avez ici donc mon dépôt. Donc on a l'application Poetest ici avec le kata.py qui va correspondre à mon Fizzbuzz. Normalement, si ça s'affiche. Allez. Allez. Voilà. Donc, tout simple, une fonction dans mon module kata. Si modulo 3, on retourne fizz, modulo de 5 ans, on retourne buzz, sinon on retourne le nombre. Donc, c'est une simple fonction qui prend un entier en paramètre et qui renvoie un string. On a un fichier main.py donc, qui me permet de rendre mon module poetest exécutable et l'init.py donc, qui est un fichier de base de tout module Python. J'ai un fichier pyproject.oml donc, qui est la configuration de mon projet avec Poetry. J'ai des tests unitaires, donc test kata.py qui va tester l'ensemble des possibilités. Donc, alors, allez. Donc, la configuration de mon fichier GitLab CI.yaml, donc ça correspond à la configuration de mes pipelines. Donc, le premier, on instancie donc une image Docker par défaut, ainsi qu'un service qui sera utilisé. Donc j'ai le Docker DND, donc c'est Docker in Docker, qui va me permettre d'exécuter Docker dans un Docker, donc de créer mes images. On a les étapes de test, de build, de déploiement. Donc en point près, on va faire notre test statique, donc flequit pilint. On va ensuite, dans les tests, lancer les tests unitaires, donc via Poetry et Pytest. L'étape builder, donc qui va nous permettre de créer notre installeur Python, donc le fichier wheel. Et on va garder en artefact le dist qui va être généré par Poetry. Et l'avant-dernière étape, donc, que j'ai appelé deploy, même si ça devrait plutôt s'appeler delivery, qui sera exécutée uniquement sur master et develop.
donc qui va correspondre au Docker build. Donc on va builder avec les tags qu'on souhaite notre image Docker qui va avoir le paquet Poetest qui sera installé directement. En dessous, donc package deploy via Poetry toujours. Donc on va reconfigurer donc le package pour pouvoir publier le paquet qu'on a créé juste avant. Et la dernière étape, donc en point post, qui va être de se loguer sur sur notre registry pour lancer un Docker run de notre application. Donc, ce Docker run, il va se faire donc normalement ici. Je vais vous le lancer pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je me log sur le registry GitLab. Vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas partagé de la bonne manière. Nouveau partage écran, pardon. Voilà, c'est mieux. Vaut mieux que je partage l'écran plutôt que la fenêtre. Donc, je me log sur mon registry GitLab pour ensuite lancer un Docker run donc du registry avec l'image et le tag que je souhaite. Donc là, ça va être latest parce que c'est le dernier tag que j'ai envoyé. Et donc, on va avoir l'application qui va me lancer donc un FizzBuzz. Voilà. Donc ça, c'est l'exécution par défaut qu'on a pour l'instant en production. Ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, donc, voilà. On va lancer nos tests. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. On va lancer, donc, on va commencer par développer donc en local notre application et puis la tester ici. Donc, si je lance ici donc mon Poetry run PyTest, j'ai mis un run. Donc, mes tests qui ne vont donc pas fonctionner. Voilà. Ces tests-là, ce sont donc les mêmes tests qui sont lancés par mon CI/CD et donc mes pipelines. Donc, pour vous montrer ça, je vais vous en lancer un de suite. On va run pipeline. Donc, sur ma branche 4 write à for multiple of 7 et on run. Hop. Voilà. Donc, on se retrouve avec cette interface-là qui nous montre uniquement les étapes qui seront exécutées. Donc, on voit bien flequit plint, mes tests unitaires et mon builder. Alors, l'exécution prend un petit peu de temps, c'est normal. En attendant, je vais vous expliquer une petite subtilité que peuvent avoir les versions gratuites des applications donc, de CI/CD. Simplement, il faut faire attention parce que vous êtes en nombre limité, notamment sur GitLab, de ce qu'on appelle les shared runners. Donc, pour s'exécuter, on va avoir un démon, une sorte de démon qui va écouter, qui va attendre d'être, qui va avoir des déclencheurs en fait, qui va lancer donc toutes les étapes de notre pipeline et qu'on appelle donc des runners. Ces runners-là, on a soit des runners partagés,
ce que j'utilise actuellement parce que c'est beaucoup plus simple. Soit on va avoir des runners qu'on va héberger soi-même. C'est ce qu'on va faire essentiellement dans le cas d'une version standalone. Donc, moi ici, j'ai décidé donc d'utiliser les shared runners, mais ces shared runners sont limités à un certain temps d'utilisation. Donc, chez GitLab, c'est 400 minutes. Et 400 minutes, c'est très court. Pour tout vous dire, je les ai utilisés la semaine dernière. Je les ai utilisés en quelques jours. À force de lancer. Donc, pour ça, vous avez les runners, des runners spécifiques que vous allez héberger chez vous, en fait. Et pour ça, vous avez plusieurs façons de les utiliser. Donc, soit vous avez un serveur qui va les avoir en physique, soit via des conteneurs Docker, ce que moi j'ai fait, et qu'on peut peut-être... Est-ce que j'ai mes conteneurs ici? Non, je ne l'ai plus, je l'ai supprimé. Mais vous avez les conteneurs GitLab Runner qui vous permettent qui vous permettent tout simplement de pouvoir exécuter vos pipelines. Voilà. Donc, on a ici les étapes qui commencent à avancer. Donc, on a Flake8 et Plint. J'ai volontairement, pour Flake8 et Plint, mis un flag pour dire que même si c'est pas bon, même si même si tu fails, tu échoues, tu passes quand même à la suite parce que ça reste de l'analyse statique. Je ne souhaitais pas forcément être bloqué pour cette démo. Donc, comme on peut le voir, on a les tests unitaires ici qui ne fonctionnent pas. Donc, on voit bien test kata, test fusro, assertion error, assert, voilà. Tout ça pour la simple et unique raison que j'ai codé tout ça en TDD. Et donc, le TDD me dit de d'abord coder mes tests unitaires, avant de coder ma nouvelle feature. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, dans test kata ici, on peut voir, donc j'ai mes tests FUS, test number 4, test euro 5, test euro 7 pour afficher DA, FUSDA, RODA et ainsi de suite. Donc maintenant, c'est à nous de d'écrire donc cette nouvelle fonctionnalité. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc dans mon kata.py, hop, je vais passer par l'IDE web. Oui, vous avez un petit IDE pour modifier les fichiers, c'est très très pratique. Donc moi je l'ai déjà créé pour gagner un petit peu de temps. Donc j'ai tout simplement rajouté un if not. Donc si on a un modulo de 7, on rajoute da à la fin et on affiche le résultat. Donc je vais committer tout ça. Add da feature par exemple. Je vais commit directement sur ma branche qui va lever un trigger automatiquement, puisque c'est un trigger, pour me permettre de lancer un pipeline. Alors, si pendant les temps d'attente, il y a une question qui vient, n'hésitez pas, transmettez-la à Vincent qui va me la transmettre, parce que les pipelines peuvent prendre un petit peu de temps, un tout petit peu de temps à s'exécuter, même si je suis en shared runner. Donc, faut pas hésiter. Transmettez à Vincent qui va me transmettre. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai un trigger qui m'a exécuté automatiquement un pipeline qui est en train donc de se faire. Du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais vous montrer rapidement le package registry
de GitLab dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, voilà, vous avez des types de paquets, donc ça peut être du Conan, Maven, NPM, du Nugget, du PyPy. Vous avez tout un tas de... Il doit y avoir des plugins aussi pour avoir d'autres types de dépôts. Mais moi, du coup, vu que c'est Python, vu que c'est du Python, je mets directement donc sur le dépôt PyPy. Mais on peut utiliser l'ensemble des éléments. Vous avez c'est très bien documenté, donc je vous laisserai y aller. Et vous avez aussi le container registry qui, en fait, est tout simplement un Docker Hub. Voilà. Sur lequel on peut trouver l'ensemble de nos tags. Donc moi, j'ai un tag 0.2 et j'ai mon tag latest qui, lui, est mis à jour régulièrement avec la toute dernière version de notre conteneur Docker. Et tout ça, donc, c'est accessible via... Soit c'est un dépôt qui est public parce que c'est un repo qui est public. Donc là, il n'y a pas forcément besoin d'authentification, sinon ça nécessite soit des tokens d'API, soit des identifiants. Donc notre pipeline qui est ici, on va regarder en direct l'exécution. Donc il a créé comment ça s'appelle, nos conteneurs Docker. Donc moi, pour l'occasion, j'ai créé un conteneur Poetry directement pour que ce soit un peu plus simple, que j'utilise. Donc on peut le voir là, il est en train de la récupérer. Donc elle est disponible sur mon GitHub, pas GitHub, pardon, sur mon hub Docker. Et donc c'est une installation de Poetry tout simplement. Et après on installe l'ensemble des dépendances nécessaires à notre projet. Donc moi il n'y en a pas, mais ça installe quand même, par exemple PyTest. Et donc on voit ici que le job a fonctionné cette fois-ci. Donc l'ensemble de nos tests sont passés. On est à 94%. Parce qu'il manquait le test au niveau de poetest.py, qui fait qu'on a passé nos 17 tests en 0,05 secondes. Donc suite à ça, on passe au build du paquet qui est ici. Voilà, donc à chaque fois on récupère, on pourrait, moi à chaque fois je récupère donc là-dedans le conteneur Docker, je refais l'installation propre, c'est une petite lubie que j'ai, mais on pourrait très bien passer par un service comme le service Docker in Docker que je vous ai montré tout à l'heure. On pourrait passer par un service /poetry qui permet en fait d'avoir une seule image, un seul conteneur et puis faire toutes nos actions dedans directement sans avoir à tout réinstaller. Bon, moi j'ai fait comme ça parce que c'est marrant. Voilà. Donc on a notre environnement qui est en train de se préparer, on refait l'installation et on va créer notre paquet et on va récupérer nos artefacts. Donc nos artefacts qui est le dossier dist qu'on va créer. Donc Poetry build, tac tac. On est en version 0.3.0 et donc le job succeed, donc le job a fonctionné. Et si on va regarder les artefacts, on a l'ensemble de nos éléments. Donc on a le poetest, on a le point wheel, donc le point WHL et le tar gz de notre élément. Là, pour l'instant, on n'a rien délivré. On met juste à disposition. On met presque à disposition, pardon. C'est accessible par l'ensemble des développeurs puisque ça reste dans les artefacts. Mais pour l'instant, on n'a pas encore délivré sur notre package registry. Donc on devrait être en 0.3 et notre
package registry nous dit que la dernière version qu'on a, normalement, c'est la 0.2. Voilà, 0.2.0. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore fait le delivery, donc la mise à disposition. Pour cela, on va tout simplement merger la merge request que j'ai créée donc pour l'occasion. Hop, je vais aller dans mes merge requests ici. Donc pour faire tout ça, j'ai créé une issue qui m'a généré un nouveau comment ça s'appelle, une nouvelle branche. Et cette branche, on a fait une merge request qu'on va marquer comme ready. On va merge sur develop. On le voit, the merge request can now be merged parce que le dernier pipeline est passé correctement. On le voit ici. Et donc, si je vais sur mes CI/CD, mes CI/CD, s'il vous plaît. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que j'espère qu'on aura le temps. Donc, si vous en avez, posez-les. Je répondrai direct en live. Et donc, comme vous pouvez le constater, on a les 2 étapes supplémentaires, donc le Docker deploy et le package deploy qui sont ici. Donc, l'analyse statique, les tests unitaires, on build, on délivre parce qu'on va mettre sur notre registry et on exécute les tests. Avez-vous des questions jusque-là? Non. Écoute, je crois qu'il n'y en a pas pour l'instant, Adrien. D'accord. Tu peux pouvoir Alors, continuer. Il y avait simplement Youssef je- qui nous demandait si le projet était en mode public ou privé. Je lui ai répondu que tu avais proposé gentiment de le donner donc à la fin de la présentation à ceux qui le souhaitent éventuellement. Ouais, je Voilà. le mettrai en public, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Vas-y, je te laisse avancer. Du coup, ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais vous parler donc de la suite. Hop. Est-ce que on peut voir correctement? Je ne suis pas forcément en full screen, tant pis. Donc en attendant, on va parler rapidement des autres possibilités avant de vous montrer le résultat, parce que ça va bientôt être la fin. J'ai pris un peu trop de temps. Donc on a d'autres possibilités complètement différentes de ça. Donc, par exemple, on a GitHub. Bon, on va rester un peu sur le même, sur le même type de CI/CD avec GitHub et l'intégration, donc justement à CircleCI, de CircleCI, pardon. Donc, ça s'est fait dans l'année, je crois. Je crois que ça a pris un gros coup de boost là-dessus. Donc, on développe tranquillement, on pousse sur GitHub. On a créé depuis le compte CircleCI. On a fait la liaison entre les deux, ça va lancer les pipelines pour potentiellement après pousser sur le Docker Hub. Ou alors on peut pousser sur comme je le disais, Nexus Repo, ou bien utiliser Ansible pour aller déployer des clusters et plusieurs clusters, par exemple. Ou chez AWS, il y a des choses qui sont très intéressantes aussi, de même que chez Microsoft Azure, c'est qu'on peut avoir toute la chaîne complète depuis le référentiel jusqu'au déploiement. Donc, par exemple, si vous prenez Elastic Beanstalk, vous partez de votre code commit, donc le référentiel Git, l'équivalent de GitLab. Ça va builder, donc ça va créer le pipeline qui va faire le build, les tests, les choses comme ça, pour aller déployer directement sur les instances que vous avez configurées, clic-clic. Donc ça se fait très très facilement aussi. Bon là, je ne vous le montre pas parce que j'en ai pas forcément sous la main non plus. Mais voilà, vous avez tout plein de possibilités comme ça. Azure fait à peu près la même chose aussi. Vous pouvez utiliser du Jenkins. Enfin, c'est vraiment très très fourni. Il suffit juste de trouver le bon outil pour le projet et capitaliser aussi beaucoup sur ses connaissances. Donc voilà, je vais regarder où on en est sur notre élément qui est ici. Donc normalement le builder, il va prendre un petit peu son temps.
Tiens, pendant que tu regardes Oui. rien, il y a Youssef qui nous fait une remarque qui nous dit qu'il pense que c'est impossible de changer la visibilité de projet GitLab de privé vers public. Je ne sais pas si c'était ce que tu comptais faire ou pas. Ils sont déjà normalement. Alors, je vais regarder. Là, j'aurais pas dû faire ça comme ça, pardon. Tac, tac, tac. Visibility et permission. Allez, masse. Il est déjà public. Eh ben, c'est parfait. Tu pourras donner l'adresse à la fin. Vas-y, Voilà. tu peux poursuivre. Donc, il est en run. Tac. Je vais recommencer à préparer. Alors, donc, je vais juste préparer un dernier test. On va passer par les conteneurs ici. Hop. Je suis désolé, j'ai pas tous mes j'ai pas forcément d'automatisme sous Windows. Je suis plus habitué à Linux. Du coup, ça peut potentiellement être un peu compliqué. Alors, je vais refaire mon Docker login registry GitLab pour ensuite qu'on refasse. Donc là, normalement, on est censé avoir notre fusroda. Donc, on déploie. Allez, mon loulou. Allez, 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 allez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça ne le fera pas avancer plus vite. Ouais. Non, malheureusement. Et le pire, c'est que je me serais dit, sur ma machine, ça irait un peu plus vite, mais en fait, c'est l'upload qui pêche. Voilà, pull complete, très bien, très bien, très bien. Donc là, on avance. Hop, package deploy ici. Donc, normalement, on a notre version 0.3. Push, push. Voilà, job succeed. Donc, on a le tag 0.3, pardon, qui a été uploadé. Je vais vous montrer ça. On va aller sur le container registry. Hop. Et donc, on voit ici 3 tags. Donc, on va aller sur test. Et donc, on voit, on a la 0.3 qui est là, donc qui a été poussé il y a 37 secondes, et le latest qui a été poussé il y a 37 secondes. Les deux correspondent. Et là, donc, on a le paquet .wheel qui a été uploadé donc sur le registry, le package registry. Et pour finir, on a le test d'exécution. Alors, si on peut... Voilà, donc là, up and running. Hop, on voit ici qu'on a le 0.3 qui a été créé il y a 49 secondes. Hop, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Et donc, si moi, de mon côté, ici, donc là, on va voir le test qui va se faire directement. Si je fais un Docker run du latest, donc python-m pour test pour pouvoir lancer mon élément, on va voir que, donc là, ça va récupérer, voilà, donc enable to find image locally, hop, on extrait. Alors, pendant que ça extrait rien chez Basile qui nous demande, il me dit qu'il n'a pas bien vu comment s'est incrémenté la version 0.2 vers 0.3. Est-ce que tu l'as fait manuellement ou est-ce que c'était automatisé? Alors, je l'ai fait manuellement, mais on peut l'automatiser. On peut C'est une réponse de l'automatiser. Normand, ça. Comment? C'est une réponse de Normand. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai pas pris le temps, mais en gros, le principe en général, ce qui se passe, c'est que ça se fait par rapport au tag. On va, alors, sur une branche développe, par exemple, on va prendre la branche développe avec le commit ou une date, par exemple, qui va nous donner notre numéro de version pour avoir des versions intermédiaires. Mais quand on va taguer, on va taguer par exemple 0.4. Et dans les scripts en fait, qui vont créer le build, les choses comme ça, on va modifier justement, soit on va modifier à la main, soit on va le faire en mode automatique. Euh,
sans avoir forcément à commiter. Donc là, moi, je l'avais fait au préalable à la main pour pouvoir monter de version pour que ce soit plus simple et plus rapide parce je savais qu'on allait manquer de temps. Mais sinon, ça se fait généralement via les tags les tags Git qu'on récupère et qu'on associe en fait à nos numéros de version. Ok, super. Merci. A Voilà. priori, ça va répondre à la question de Basile. Et donc, Je comme te on peut laisse le terminer, voir, Adrien, parce ouais, on va être je dans la bourre. termine. Donc, le dernier test d'exécution, donc on voit bien qu'on a fusroda ici, on a ta, fusro. Pareil sur ce que moi j'ai récupéré là. Et quand on va donc dans mes pipelines, dans mes CI/CD ici, est-ce que je les ai là? Non. Voilà, si je l'ai là. Donc, c'est merge branch, donc c'est le bon commit. On voit qu'on a l'ensemble des éléments qui sont passés. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vais reprendre ma présentation ici. Donc, j'espère avoir été complet. J'espère que la petite démo vous a plu. Merci d'avoir tenu le coup pendant 1 heure. Je pensais que ça allait prendre un petit peu moins de temps, mais bon, comme d'hab. On est pile à l'heure. Voilà. On est pile à l'heure. Merci beaucoup, Adrien. Vous avez des Merci. questions, n'hésitez pas en off sur LinkedIn ou autre, sur ProxyTalk pour les gens de Proxiad, peu importe. Voilà, on pourra relayer. Tarek, visiblement, qui aurait une question, par contre. Alors, il demande pour les ranchers, c'est quoi en fait? Les ranchers, Ouais. les Je sais runners. pas les runners, peut-être? Alors, Basile qui dit que rancher est un ordonnanceur Docker. Merci, Basile. Je sais pas si tu connaissais Adrien. Hmm, ouais, maintenant qu'on me le dit, ça me dit quelque chose. C'est quoi en fait? Oui, c'est vrai que la façon dont Tarek posait sa question, on pensait qu'il voulait revenir sur quelque chose de Donc, la du coup, présentation. c'est-à-dire, donc, il faudrait préciser un petit peu parce que Alors, là, du coup, j'ai pas forcément trop bien compris le. alors, Basile qui répond que ça permet de faire des clusters, Ouais, etc., un petit peu comme Kubernetes. ouais, ok. Alors, Tarek aussi, ils ont l'air assez d'accord. ouais. Donc, ça permet de gérer les conteneurs Docker, la montée en charge, etc. Oui, ouais, ok, ça marche. Oui, je comprends le principe. Merci, Basile. Je vois le principe, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que du coup, la question, là, pour le coup, c'est plus la question qu'il me faudra un Ouais, petit peu plus je de pense que précision. Tarek voulait savoir, il voulait savoir ce que c'était, et que visiblement, heureusement, Basile était là. Et Basile qui complète en disant que par contre, il ne s'y connaît Hmm. pas assez pour savoir la différence entre Oui, bon, Rancher et c'est. Kubernetes. Donc, oui, bien sûr, après, c'était pas forcément le sujet. Et puis, comme le disait Adrien, c'est vrai Hmm. il y a énormément d'outils qui Ouais, gravitent autour de tout ça. On c'est peut ça. en entrevoir certains. Encore une fois, il y aurait énormément de choses à dire. Que ce soit sur les outils qu'on peut utiliser ou les plateformes sur lesquelles on peut travailler. Voilà, Tarek qui remercie Basile Ok. qui dit voilà, juste savoir ce que ça voulait dire. Et bien, parfait, on Et y est. sinon, juste rapidement pour revenir à Rancher Kubernetes, alors pour Rancher, je ne sais pas trop, j'ai pas vu forcément trop la doc, enfin c'est mentionné dans la doc, mais il y a un outil avec GitLab qui s'appelle AutoDevOps pour faire en fait, des pipelines automatiquement selon certains templates qui prennent en compte justement du Kubernetes. Donc en gros, pour paralléliser encore un peu plus les runners, on va utiliser du Kubernetes pour créer des clusters. Voilà. Un Ok. prochain. Alors, Voilà, on a j'ai Del qui nous réussi à demande fusionner. effectivement est-ce qu'il y a un prochain meet-up CI/CD avec Ansible? Eh ben, Del, tout dépend de qui tu es. Si tu es, si tu es l'un ou l'une de nos collègues et que tu souhaites bosser sur le sujet en animé un, moi, je t'invite à me contacter via Proxy Talk. Et si tu fais partie de nos collègues, bah, effectivement, n'hésite pas à nous écrire ou à mettre un Mm. petit commentaire sur nos réseaux. On essaiera de travailler sur le Mhm. sujet si en tout cas ça t'intéresse. Ça peut être super intéressant. Je pourrais filer la main s'il faut. Il n'y a pas de souci. En plus. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Merci Ali également. Et puis encore une fois, à très bientôt. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux et nous contacter. Ce sera avec grand plaisir.